cas, je remercie encore le comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler de la place de l'ECOR dans la décompensation de BPCO. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. Par contre, j'ai utilisé ChatGPT pour faire cette présentation. Alors, de quoi on parle ? On parle de l'épuration extracorporelle de CO2, ou en anglais, extracorporel CO2 removal, d'où l'abréviation. Et en fait, c'est une méthode thérapeutique extracorporelle de décarboxylation à faible débit sanguin. Donc, c'est des débits qui sont plutôt entre 200 et 1000 ml par minute, contrairement à l'ECMO véno-veinose, où là, vous avez des débits qui sont supérieurs à 2500 ml par litre et qui visent à assurer une oxygénation sanguine conjointement. Alors, un peu de physiopathologie, même si nos collègues, le docteur Armal et notre collègue pneumologue, l'ont très très bien fait, donc ça sera un peu plus rapide. Pourquoi les corps dans la décompensation de BPCO ? D'abord, première notion, c'est que le contenu sanguin artériel en CO2 est beaucoup plus élevé que l'oxygène, que le CO2 est principalement présent dans le sang sous forme de bicarbonate et un peu sous forme dissoute, contrairement à l'oxygène, et que la forme dissoute, elle a un rôle majeur puisque c'est elle qui va assurer les échanges au niveau cellulaire, le cycle de Krebs, rappelez-vous, et aussi au niveau pulmonaire. Contrairement à l'oxygène, si vous avez des faibles variations de PaCO2, vous aurez des variations importantes du contenu sanguin en CO2, et de fait, c'est dans ce sens-là où l'épuration extracorporelle de CO2 va avoir un intérêt, parce que quand vous avez un contenu sanguin très élevé en dioxyde, on peut avoir avec des débits faibles une épuration. Alors, la physiopathologie, notre collègue de Toulon l'a très bien rappelé, l'hyperinflation dynamique, l'hypercapnie, les conséquences au cérébral, d'où l'encéphalopathie hépatique, les effets circulatoires avec la vasoconstriction pulmonaire, l'augmentation de la post-charge du ventricule droit, la baisse de la tension, et puis les effets de l'acidose sur l'hémodynamique qui restent un peu plus discutés. Juste, ça, c'est la première étude dont on reviendra après, l'étude pilote, qui avait évalué 20 patients et qui vous montre que quand vous mettez en œuvre l'épuration de CO2, eh bien, la capnie, elle baisse, et puis le pH augmente. Donc l'utilisation de CO2, clairement, elle permet de faire baisser la PaCO2 et améliorer l'acidose. Donc l'intérêt, ça serait de faire baisser la PaCO2 pour neutraliser le cercle vicieux de l'hyperinflation dynamique, diminuer les conséquences, réduire le travail respiratoire et puis éviter finalement le recours à la ventilation mécanique, puisqu'on nous a montré que ces malades-là, ils mouraient beaucoup plus que ceux qui avaient de la VNI. Juste un gros travail qui avait été mené par Jean-Luc Dill et Alain Mercat, entre autres, qui avait regardé des malades intubés ventilés, BPCO, qui avaient bénéficié d'une écor, et en fait on leur faisait une épreuve de sevrage sous écor et on arrêtait le débit des corps. Juste pour vous montrer que quand on arrête le débit des corps pendant l'épreuve de sevrage, la capnie monte et que ça s'accompagne également d'une augmentation du travail respiratoire. Donc, d'où l'hypothèse que quand on met en place une écor chez le BPCO, on pourrait diminuer également le travail respiratoire. Sur l'effet hémodynamique, ça c'était un travail qu'on avait réalisé chez 7 patients, une étude monocentrique, des malades obèses, un SAF médian à 32, et on mettait en place les corps. Quand on faisait la capnie avant et après les corps qui tournaient pendant 1 heure, vous voyez que la capnie diminuait et que la pression artérielle pulmonaire systolique baissait également. Donc on pourrait se dire aussi que les corps permettraient d'améliorer l'hémodynamique de ces malades. Il y a la théorie et il y a la pratique. D'abord, les dispositifs disponibles. Comment ça marche ? Comme tous les systèmes extracorporels, vous avez besoin d'un cathéter ou canule, appelez-le comme vous voulez, d'une pompe, puisque si classiquement, et j'en ai pas parlé pour alourdir la présentation parce que je savais que Kaldoun était dans la salle, les dispositifs étaient artério-veineux. Maintenant, c'est plutôt des véno-veineux qui nécessitent des pompes. Vous avez besoin d'une membrane d'échange gazeux et puis le nerf de la guerre qui va expliquer les complications, une anticoagulation efficace. Les dispositifs disponibles, il y a des dispositifs qu'on dit à bas débit et qui vont soit être seuls, comme en haut de la diapositive, soit où on va combiner et la dialyse et l'épuration de CO2, ces machines magiques qui font tout. Et puis, on peut utiliser des débits un peu plus hauts qui vont jusqu'à 1000 ml par minute, et c'est les derniers, c'est celles qui sont surtout utilisées dans les derniers essais. Les cathéters, pour que vous ayez une idée, entre 13 et 19 French, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, moi ça ne me parle pas toujours. Si on replace dans le contexte, une voie veineuse centrale, c'est 2 French.
Le cathéter de dialyse, on n'est pas loin. Et puis les canyles d'ECMO, on est à 25. Donc c'est des cathéters qui finalement sont un peu plus gros que les cathéters de dialyse. L'anticoagulation, ce que disent les recommandations, et ça c'est une revue qu'on avait faite récemment qui est parue dans ICM, qui repose sur pas beaucoup de niveau de preuve, qui dit les gens qui en font en pratique disent nous on fait un bolus d'héparine sauf si le malade est anticoagulé de manière efficace. Ensuite on monitore le TCA ou l'anti-DISA pour avoir une anticoagulation efficace. Et enfin, en cas de TIH, l'argatroban, on peut utiliser l'argatroban. Attention, contrairement à l'ECMO, les corps ne tolèrent pas l'absence d'anticoagulation, ça thrombose immédiatement. Maintenant, les études. Juste si on récapitule, on m'a demandé de répondre à la place de l'écorce dans l'exacerbation des BPCO. Chez le malade sous VNI, et encore une fois, comme l'a très bien dit notre collègue de Toulon, finalement, la VNI, c'est le seul traitement symptomatique comparé à d'autres pathologies qui améliore le pronostic des malades. Donc, chez ces malades sous VNI, on pourrait proposer les corps pour accélérer l'amélioration de la capnie, la fréquence respiratoire, et diminuer le recours à l'intubation, puisque vous avez vu que c'est des malades qui vont aller souvent dans le mur, ou pour lequel on va avoir pas mal de complications. L'autre place discutée et envisagée de l'écorce chez les BPCO, c'est les malades qui ont été intubés, pour diminuer la sédation. Souvent, c'est malades qu'on doit ventiler de manière assez spécifique, des fois qu'on doit même curariser les 48 premières heures. Donc l'intérêt de leur mettre l'écorce, c'est de diminuer les sédations, mettre en œuvre les techniques de réhabilitation et diminuer le taux d'échec de ventilation spontanée et raccourcir leur durée de ventilation mécanique. Quand on voit les études, et ça c'est l'étude pilote qui avait été conduite et qui est parue dans Chest en 2013, alors, les auteurs avaient utilisé des faibles débits, 20 patients BPCO décompensés. C'est évidemment une étude rétrospective. Dans les 20 patients, il y avait le groupe 1, c'était 7 malades sous VNI que les auteurs avaient considérés comme à forte probabilité d'échec. Le groupe 2, c'était des malades sous VNI qui n'étaient pas sevrables. Et le groupe 3, avec un peu plus de patients, c'était des malades qui étaient intubés et qui avaient échoué une première épreuve de sevrage alors qu'ils étaient considérés dans les clous pour être extubés. Tout ceci est très très subjectif. Les résultats, ils ont l'air superbes. Groupe 1, aucun malade n'a été intubé. Groupe 2, les 2 malades ont été sevrés de VNI. Et le groupe 3, chez les 11 malades intubés, 3 avaient été sevrés et un malade avait quand même pâti et était décédé parce qu'on lui avait perforé la veine iliaque. Et les auteurs concluent que l'utilisation de faibles débits des corps, ça pourrait donner des résultats potentiellement très intéressants pour prendre en charge ces malades qui ont des exacerbations aiguës graves. Je suis désolée pour le tableau, mais quand on va regarder ce que sont devenus les malades, d'abord, beaucoup meurent. Dans le groupe 1, 3 malades sur 7 meurent de choc septique, d'insuffisance respiratoire avec refus d'intubation, de pneumonie. Dans le groupe 2, on n'a pas de mort. Et dans le groupe 3, on a aussi 4 morts. Donc, ce n'est pas si magique que ça, en tout cas, dans cette étude rétrospective. Et puis, les complications, les auteurs disent qu'il n'y a pas d'hémolyse, qu'il n'y a pas de dysfonction rénale hépatique. Et vous avez dans les annexes tous les tableaux avec un suivi régulier. Il y a quand même 8 patients qui ont une thrombopénie, 3 saignements majeurs, un pneumothorax, et puis un décès par perforation de la veine iliaque. Une autre étude, l'écorce pour diminuer le recours à la ventilation invasive, beaucoup plus récente. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer d'études. Je crois que c'est la seule autre étude que je vous présenterai. Et dans eux se pose la question, elle est multicentrique, donc on se dit qu'il y a un peu plus haut de niveau de preuve. Il se pose la question de la faisabilité et le caractère safe de la mise en place d'une écorce pour les malades, pour éviter l'intubation chez ces malades BPCO qui nécessitent de la VNI, mais qui sont considérés en échec. Donc on est dans la première étude pilote avait pris tout le panel de malades, et celle-ci, elle se concentre sur j'ai de la VNI, je sens que ça ne va pas bien se passer, et donc je leur mets l'écorce. Donc ils avaient comparé 25 malades dans 4 centres, entre l'Allemagne et Harrisburg, et le groupe contrôle était un groupe historique, ils avaient apparié sur l'âge, le SAPS et le pH. Donc ces malades, ils avaient 68 ans, ils étaient graves, et ils avaient des capnies en moyenne à 80 dans le groupe écorce et 80 dans le groupe contrôle, donc les malades étaient comparables.
Chez les malades sous écor, on voit bien que dès que l'écor est en place, ces 25 malades, la capnie baisse, le pH s'améliore et la fréquence respiratoire baisse de manière significative. Les auteurs concluent le premier message que grâce à l'écor, l'intubation a été évitée chez 14 patients. Tout à l'heure, notre collègue nous a montré une image très intéressante en disant si on utilise la vanille, dans 80% des cas, on évite l'intubation. Enfin, chez 80% des malades, ils auraient évité l'intubation, ce qu'ils avaient eu la VNI ou pas, et sur 22%, ils en ont bénéficié. Là, ils disent que chez leurs patients à eux, chez les 14 patients, n'ont pas eu la VNI. L'écor, c'était sur 8 jours. Par contre, aucune différence dans les deux groupes sur la durée d'hospitalisation et la durée en hôpital et en réanimation, et aucune différence sur la mortalité. Les complications, pas mal d'événements hémorragiques majeurs, 56%, et 10 patients, soit 40% d'hémorragie mineure. Donc si on résume, et c'est toujours marrant quand on vous résume les études avec beaucoup de lignes, si on regarde la majorité des études qui ont évalué les corps pour diminuer le recours à la ventilation invasive, c'est 4 études, c'est cohortes, cas témoins, rétrospectifs, entre 25 et 30 malades. On est loin de la présentation précédente où on avait des milliers de malades. Et puis sur les résultats, c'est taux d'intubation considérablement plus élevé, 3 saignements, l'intubation évitée chez les 14 malades, on en a parlé, possible d'éviter l'intubation chez 27 malades sur 30, et puis 90% du malade n'a pas eu besoin d'intubation, sachant que les données sont assez subjectives. Sur les corps, pour diminuer la durée de la ventilation, encore moins de données, très petite étude, et puis pas de différence sur la durée d'hospitalisation et la survie. Maintenant, les principales complications, vous mettez vous mettez de l'héparine, ça va saigner. Vous mettez un cathéter, il y a toujours des risques à la pose, un cathéter qui est un peu plus gros qu'un cathéter de dialyse. Et puis, c'est une machine qui a des faibles débits, donc qui ne va pas tolérer les variations d'anticoagulation et qui peut se déconnecter, qui peut hémolyser et qui peut thromboser également. Et donc là, on avait regardé sur 10 centres qui faisaient de l'écor de manière un peu régulière, entre 2017 et 2018. 70 malades avaient été traités par écor, 59 étaient intubés, 11 sous VNI. Attention, ce n'est pas que des BPCO, il y avait 40% de BPCO, 30% de syndrome de détresse respiratoire aiguë, et il y avait un peu d'asthme aigu. D'abord, quand on regarde le décès, encore une fois, on mélange les pathologies, mais il y a 50% de décès. Et dans ces 50% de décès, 3 sont liés à l'écor. Et quand on regarde les complications, on a pas mal d'hémolyse, 30%. On a 30% de saignement. On a 8% de dysfonction de machine. Et puis, on a les décès liés à l'écor. Les études à venir, elles sont nombreuses. Alors l'intérêt, c'est qu'elles vont être multicentriques, randomisées, prospectives. Donc on espère avoir des résultats avec 200, 500 malades inclus. Juste, on sait clairement aujourd'hui, mais ça c'est facile compte tenu de la lourdeur de la technique, de l'anticoagulation, du cathéter, etc. Clairement, les malades qui ne vont pas en bénéficier, ça ne marche pas sur l'hypoxie, ça ne marche pas sur le pneumothorax, ça ne marche pas chez les malades qui saignent, ça ne marche pas chez les malades multidéfaillants, etc. etc. Et en fait, en conclusion, moi je ne peux pas vous dire que si sur le plan physiopathologique, et ça c'est le cas de beaucoup de médicaments qui ont été évalués en réanimation, les corps, elles pourraient faire partie du panel thérapeutique, elles pourraient éviter l'intubation des malades dont on pense qu'on va intuber, elles pourraient raccourcir la durée de la ventilation mécanique sur le plan physiopathologique, et sur quelques malades, on a des données. En revanche, aujourd'hui, en 2024, on a des très bas niveaux de preuves, les complications sont nombreuses, et en bref, l'écor, c'est une technique en cours d'évaluation, et ce n'est pas une stratégie de routine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que ça suscite des questions, j'imagine, dans la salle ? Merci pour ce topo. Effectivement, il y a un intérêt certain qui reste à démontrer.
Concernant le risque de l'anticoagulation, vous n'avez pas parlé du citrate éventuellement. Oui, ça pourrait être, c'est toujours pareil, ça peut être, c'est marqué dans les revues de la littérature comme une potentielle piste d'amélioration. Alors effectivement, je vous ai insisté sur les complications hémorragiques, il y a 30%, mais c'est aussi des machines qui thrombosent. Et encore une fois, l'intérêt sur la mortalité et la durée de séjour reste à prouver. Et pour d'autres machines un peu plus grosses, on voit que ça complique toujours autant, quel que soit le dispositif qu'on utilise. Oui. Les gens du Nord. Merci Nadia pour cette présentation. Peut-être le problème, c'est l'indication de la mise en place de ce dispositif, parce que quand on inclut des malades hypoxémiques, on sait que ça n'a pas marché. Quand on inclut des malades asthmatiques, on sait depuis les années 90, les Suisses l'ont démontré que la PCE2 ne tue pas les malades. Exactement. Et on peut s'en sortir sans problème. Donc reste sur le petit, si j'ose dire, le petit groupe de BPCO décompensés. Et ceux-là, il faut bien sélectionner les malades. Je n'ai pas vu la liste des études qui sont en cours, mais c'est surtout la sélection des patients dans les études qui va nous intéresser pour être conclusive. Tu as probablement raison. Mais moi, ce qui me dérange, et pourtant j'ai fait partie d'un service qui en a mis beaucoup, c'est que finalement, la VNI, ça marche. On a un certain nombre de malades qui va échouer, mais ça marche, donc il ne faut pas louper le coche de quel est celui qui va bien évoluer 2 jours, 3 jours, 4 jours, que ceux qu'on intube, ils sont probablement à risque de surmortalité, peut-être parce qu'on les intube trop tard, mais peut-être aussi qu'ils ont toutes les comorbidités et les causes. Et là, on se propose d'utiliser une technique symptomatique qui a risque de complications. Donc si je compare, j'en reviens aux derniers essais randomisés sur l'ECMO véno-artériel, qui finalement n'améliorent pas le pronostic et ont plus de complications. C'est dans ce sens-là où je reviens un peu sur... voilà. Mais peut-être qu'une petite partie pourra en bénéficier. On n'a pas parlé des malades qui vont aller à la greffe, qui sont hypercapniques et qu'on voudrait intuber. Mais finalement, l'ECMO véno-veineuse, pour ceux qui ont fait, même si les canules sont très grosses, pour le coup, ça tolère des niveaux d'anticoagulation assez bas. Et donc peut-être que ça ferait option. Est-ce qu'on a besoin de les corps, en fait? C'est ça, sur la taille des canules et compte tenu de ça. Donc je ne pense pas qu'il faille les enterrer. Mais à l'heure actuelle, ne dites pas on va se procurer des écorts. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour voir ce qui va sortir. Et puis finalement, l'ECMO véno-veineuse, elle fait aussi bien. Les canules, l'avantage, c'est que comme c'est des plus gros canules, les malades, ils peuvent tolérer qu'on arrête l'anticoagulation. Donc voilà, mais je suis très sceptique sur le traitement symptomatique agressif avec un risque de complications, alors que finalement de la VNI bien faite, essayer d'agir sur les traitements symptomatiques, on a maintenant l'oxygène à haut débit, on a quand même pas mal de trucs, donc déjà se concentrer ses efforts de bien faire ça, et puis laisser ça à la recherche en attendant que ça marche. Yann Ayon de Poissy, merci beaucoup Nadia pour ce topo. Combien de temps dure déjà une bobine, un filtre? Et puis, est-ce qu'on a une idée un peu de la durée de traitement et des critères de sevrage de l'écor? C'est une bonne question. Classiquement, dans les études et l'expérience qu'on en a, c'est environ 8 jours, sachant qu'on surveille tous les jours la membrane, qu'il y a des dépôts, mais qu'on n'en fait pas grand-chose. Souvent, quand ça commence à se déposer, il y a l'efficacité de l'épuration de CO2 qui en pâtit. Donc en théorie, ouais, c'est 8 jours. Et sur le sevrage, ce qui avait été fait, c'est chez les malades, en tout cas comme c'était utilisé dans le registre Rexecor là, qui est parisien, c'était j'intube mon malade BPCO, je mets tout de suite les corps pour diminuer la durée de sevrage. Et c'était dans les 3-4 jours, tous les jours, on baisse un peu le débit et on voit comment le malade se comporte, en fait. Voilà. Mais les critères de sevrage, c'est comme dans l'ECMO, on fait au grand
Donc chez les malades à qui on voulait éviter de l'intubation, on leur mettait les corps et on diminuait les séances de VNI. Et ensuite, quand le malade était stabilisé, que la cause était traitée, c'est des malades à qui on mettait une canule double courant et qui étaient au fauteuil. Et après, on faisait comme classiquement. Tous les jours, on regardait, on baissait. Et puis chez les malades, pour diminuer la durée d'intubation, on les réveillait, on essayait de les extuber et ensuite on sauvait les corps. Mais encore une fois, le problème, c'est que c'est 8 jours. Et c'est pas comme l'ECMO où tu peux clamper et changer ta membrane. Là, si le dispositif thrombose, on est obligé d'enlever le cathéter et de tout remettre. Oui, bonjour, Luc Jarriche de Moulins. Voilà, moi, je me posais plus la question de l'ECOR dans le cadre de nos réanimations extra-hospitalières, extra-universitaires, plutôt pour les malades de SDRA sévères, des patients âgés qu'on va pas envoyer ou pour lesquels on ne va pas faire venir une ECMO mobile, etc. Et pour lequel on pourrait peut-être passer un cap d'une hypercapnie permissive, voilà, avec une acidose qui serait délétère, quoi. Alors il me semble que pour l'instant, alors je ne vais pas trop travailler le sujet RDS, mais pour l'instant l'étude elle est négative. C'est une étude qui est parue dans le JAMA, qui s'appelle REST, qui n'a pas montré d'efficacité sur la durée de ventilation et la mortalité. Il y a certes l'étude Supernova qui montre la faisabilité, et donc il y a Alain Combe qui a redéposé un PHRC pour évaluer l'intérêt de l'ECOR dans justement ces malades-là, en ARDS, pour les ventiler avec une ventilation ultra-protectrice. Moi, encore une fois, si vous avez un haut volume d'ARDS, je pense que c'est aussi facile de se former à l'ECMO véno-veineuse et vous aurez moins de problèmes et c'est beaucoup plus maniable que l'ECOR. Et en plus, ça va oxygéner le malade. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup. Merci.